Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle réparation express. Je vous explique dans quelques instants pourquoi je fais ça en rush. Mais le cadre a un petit peu changé comme vous pouvez le voir. L'objet est plutôt volumineux, hein, ça explique cela. Mais comme la miniature a déjà vendu la mèche, je ne laisse tarder le suspense plus longtemps. Et on va voir aujourd'hui pour la réparation de cette centrale vapeur. Centrale vapeur de marque Calor et de référence GV5225. Je pense de toute manière que peu importe les références et les marques de centrale vapeur, elles sont toutes un petit peu constituées de la même façon. Donc on devrait retrouver le même genre de panne. Ceci dit, pourquoi je fais ça un petit peu en rush, en express? Parce que déjà, je l'ai réparé hors caméra, donc j'ai rien filmé. Donc je vous montrerai quand même comment j'ai procédé pour faire la recherche de panne. Je vous expliquerai comment j'ai procédé pour exclure les différentes pannes que j'ai pu lister et trouver la bonne. Mais je vous avouerai qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps. Les beaux jours reprennent. Je veux dire, le potager, il faut commencer à bosser un petit peu dessus, donc un petit peu de nettoyage. On n'est pas encore en période de faire des plantations. Cependant, je fais quand même mes semis moi-même. Donc, je suis en pleine période de semis chez moi. Donc, ça aussi, ça prend pas mal de temps. Là, j'additionne vraiment les choses avec des projets que je prévois aussi bien pour les prochaines semaines que pour les prochains mois. Plus après, quelques activités extérieures. Mais tout cela mis bout à bout prend pas mal de temps. Je ferme la parenthèse ici. Revenons sur notre réparation express. Alors, quels étaient les symptômes de la panne sur cette centrale vapeur? On a donc ici sur la partie fer un interrupteur avec un petit voyant, je crois, intégré, que lorsqu'on l'actionne, ça venait ouvrir une électrovanne dans la partie centrale pour fournir de la vapeur au fer. Sauf que dans mon cas, lorsque je venais appuyer sur l'interrupteur, rien ne se passait. Le fer était chaud. La chaudière, je ne sais pas comment on peut appeler ça comme ça, mais la cuve intérieure qui permet de générer la vapeur était chaude. Donc, c'est-à-dire que la résistance fonctionnait bien, donc on avait bien la pression, on avait bien de la vapeur qui était produite, et le fer était chaud, mais pas de vapeur qui était fournie. Donc, les hypothèses qu'on peut avoir dans ce cas-là, et que j'ai eu, c'est l'interrupteur qui soit défectueux. La centrale a quand même pas mal d'âge, elle est peut-être bientôt sur ses 10 ans, ou peut-être même plus de 10 ans. Donc, première hypothèse, ce serait l'interrupteur qui serait défectueux. Pas impossible. Seconde hypothèse que j'ai eue, c'est le câble qui aurait été croqué. À force de s'en servir, c'est possible que le câble s'est croqué ici ou très bien au niveau de la centrale même. Ensuite, la dernière panne qu'il peut y avoir, ça peut être l'électrobanne. Donc, pour pouvoir procéder aux recherches des différentes pannes, moi j'ai tout fait sous tension. Bien entendu, je ne peux que vous déconseiller de le faire. C'est quand même assez risqué. Pareil, j'en profite pour faire un gros disclaimer sur tout ce qui est réparation de matériel qu'on peut avoir chez soi, tout ce qui est électroménager. Faites-le que si vous vous en sentez capable. Un accident peut très vite arriver. Vous réparez mal un appareil, il redevient défectueux en pleine nuit. Il peut créer un incendie en pleine nuit. Je ne vous fais pas de dessin, mais ça peut être dramatique. Donc vraiment, faites ça que si vous en sentez capable et soyez conscient des risques et des dangers qui peuvent en découler. Vérifions maintenant ma première hypothèse. Alors, je ne vais pas le faire en caméra parce que je sais que c'est pas ça, mais je vais vous expliquer brièvement comment je suis passé. J'ai commencé par démonter la partie fer. Donc pour cela, il faut absolument se munir d'un tournevis Torx. Les constructeurs ont malheureusement la fâcheuse habitude de mettre du Torx partout, ce qui est plutôt chiant, il faut l'avouer. Mais bon, de ce fait, il y a peut-être un an ou deux, je me suis équipé d'un lot de tournevis Torx. Les mallettes d'embout avec tous les embouts de tous les appareils, c'est bien, mais c'est limité dans le cas où les vis sont assez profondes. Ici, limite, ça pourrait passer parce qu'on voit que la vis est plutôt proche. Mais bon, honnêtement, j'ai payé ça peut-être 10-15 € à l'époque sur Amazon et je vais le garder à vie. Donc c'est plutôt un bon investissement. Surtout que dans ce cas-ci, le simple fait d'avoir réussi à réparer cette centrale vapeur a peut-être fait économiser une centaine d'euros. Donc c'est tout de suite rentabilisé. Donc pour pouvoir démonter d'abord la vis Torx ici qui permet de retirer le cache arrière. Et ensuite il va falloir retirer ici le cache bleu pour pouvoir accéder au mécanisme de l'interrupteur. Par cette occasion, j'ai pu vérifier donc par test de tension, on peut également le faire avec la continuité avec un simple multimètre, hein, que l'interrupteur était bon, donc il fonctionnait bien, j'avais bien 230 en sortie. Et j'ai également pu vérifier au niveau du câble qui n'était pas croqué à ce niveau-ci.
Donc là, au niveau du fer, rien à signaler, tout était OK. De ce fait, ensuite, je suis passé à la partie centrale vapeur. Pour cela, encore une fois, tournevis Torx. Il y avait des vis sur la partie inférieure, donc on en avait 2 sur cette partie-ci, une ici et 2 là également. Ça se résumait à cela, donc 5 vis au total. Ensuite, on peut déclipser l'ensemble et on arrive là-dessus. Donc ici, vous avez ce que j'appelle grossièrement la chaudière, hein. C'est ce qui permet de générer la vapeur. On a une résistance sur la partie inférieure. On a l'électrovanne qui est là-bas derrière. Je ne sais pas si vous la voyez bien, qui est juste là. Le tuyau ici en silicone. Et on a ici toute la partie électrique. Faites attention, encore une fois, quand vous faites des réparations, si vous êtes amené à faire des mesures sous tension, ce que je ne peux que vous déconseiller, parce que là, on a quand même pas mal de pièces nues sous tension, hein. On a des parties ici, là, on va encore avoir ici des parties sur ce secteur qui sont apparentes. Tout n'est pas isolé, donc vraiment, évitez absolument les mesures sous tension. Pour la clarté de mes explications, je viens de retirer la chaudière, on va appeler ça comme ça, de la coque de la centrale vapeur. Pour cela, hein, je pense que c'est pareil pour n'importe quelle centrale vapeur, rien d'extraordinaire. J'ai dévissé le bouchon. Ensuite, ça sort tout seul, hein, parce que c'est juste emboîté dedans. Il y a juste 2 joints ici que vous pourrez voir qui permettent de faire l'étanchéité, plus un joint également là. Donc ça se glisse tout seul. Et j'ai remis le bouchon dessus parce qu'il y a encore un petit peu d'eau dedans. Nous avons donc ici notre électrovanne. Ce que j'ai fait ensuite comme test, ça a été de, encore une fois, mettre l'appareil sous tension et de vérifier si j'avais bien à 230 volts sur le fil noir. Donc entre le fil noir et le fil bleu, pour vérifier si j'avais bien du jus qui arrivait à mon électrovanne. Encore une fois, cela peut être fait avec des tests de continuité. Vous faites entre là et l'interrupteur. Mais moi, pour une question de gain de temps, j'ai fait comme ça. Je ne dis pas que c'est la meilleure méthode et la plus sécuritaire. Je suis conscient des risques et des dangers qu'il peut y avoir. Donc, moi, je l'ai fait comme ça. Encore une fois, faites-le de la manière la plus sécuritaire possible. C'est pas parce que je fais d'une telle manière qu'il faudra faire pareil. Moi, ce que j'ai trouvé en tout cas comme résultat, c'est que j'avais bien 230 volts. Donc, la seule hypothèse qu'il y avait ensuite, c'était l'électrovanne qui était HS. Alors, soit la partie électrique ou soit la partie mécanique. Parce que comme j'ai pu faire une vidéo que je vous mettrai en fiche avec le petit i, pour résumer brièvement ma vidéo, sur une électrovanne, il y a 2 parties. Une partie électrique, donc avec une simple bobine, hein, c'est du fil de cuivre qui est enroulé, qui va créer un champ électromagnétique et qui va attirer un morceau de métal. Donc là, c'est la partie mécanique. Et ce morceau de métal, quand il va être attiré, il va laisser passer soit de l'eau, soit de l'air, ou soit de la vapeur dans ce cas-ci. On a également des autres électrovannes pour d'autres cas, de l'huile hydraulique, etc., etc. Là, on reste sur du simple. J'ai donc ensuite pris mon multimètre et là, on va faire ça hors tension. Parce que là, on peut le faire hors tension. De toute manière, on ne peut que faire ça hors tension. J'ai pris mon multimètre, position ohmmètre. Procédons maintenant à la vérification de la partie électrique de l'électrovanne. Comme j'ai dit, position ohmmètre sur le multimètre. On se prend entre les 2 bornes d'alimentation. Et là, on peut mesurer une résistance de 2,45 kΩ. Donc, on n'a pas une valeur infinie. Alors, bien entendu, la valeur de résistance varie en fonction des tensions, d'alimentation, des caractéristiques. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que le temps que vous avez une valeur qui ne tend pas vers l'infini, on peut considérer le bobinage comme bon. Donc, si ce n'est pas le bobinage, ça ne peut que être la partie mécanique. Là, c'est déjà réparé. Je vous montrerai après comme quoi que c'est bien réparé. Mais pour cela, je me suis muni d'une pince pour venir démonter l'écrou ici présent. Je vous montre ça en direct. Écrou au passage qui est très bien serré et qu'il ne faudra pas oublier de resserrer convenablement. Je procède ensuite au retrait de la partie électrique. C'est bien ajusté, ça c'est sûr. Donc ça c'est fait. On évite de perdre les différentes pièces. Dans ce cas-ci, une petite rondelle. Et nous avons donc ici la partie mécanique. La vapeur arrive par le tuyau qui sort de la chaudière. La vapeur ressort par ici. Et là, ici dedans, nous avons une pièce en métal, en fer, qui est attirée par l'aimant et qui vient ouvrir une petite vanne en fait dans cette partie-ci. C'est une électrovanne plus particulière parce qu'elle est faite pour rester à la température et faire passer de la vapeur. Donc au niveau conception, c'est différent que des électrovannes faites pour l'eau, mais le principe reste toujours le même. Maintenant qu'on sait que notre partie électrique est bonne, et si vous le souhaitez, je peux même vous faire une vidéo pour vous montrer comment on peut déterminer si la partie électrique est vraiment bonne, parce que, encore une fois, avec le test du multimètre, c'est pas la chose la plus exacte possible. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo.
Bah maintenant, il fallait se pencher sur la partie mécanique. Et il s'avère en réalité qu'elle était juste grippée, hein. Je ne vais pas laisser traîner les choses plus longtemps. On va rester avec le suspense. La partie mécanique était grippée, donc il fallait la dégripper. Sauf que comment dégripper une électrovanne comme ça, tout en laiton, fermé, aucun moyen d'accès. Ou en tout cas, moi, j'ai pas voulu prendre le risque de démonter l'électrovanne parce qu'on est quand même sous un compartiment qui peut être sous pression. Il est indiqué dessus que ça peut monter à 4,2 bars. Vaut mieux pas faire de conneries dans ce cas-ci. Donc la procédure que j'ai voulu tester, qui a très bien fonctionné, a été dans un premier temps de retirer le petit tuyau en silicone, question de sécurité, de se munir d'une lampe à souder, que j'ai pas sous la main, mais bon, vous vous munissez d'une flamme, d'une lampe à souder, d'un petit chalumeau, ce que vous avez, et de venir ensuite chauffer l'électrovanne. C'est pour ça que vous pouvez voir des petites traces un petit peu noires, je ne sais pas si vous verrez bien, il y a des petites traces noires, c'est pour cela. Parce que je l'ai chauffé au chalumeau, je l'ai même plutôt bien chauffé, et ensuite avec un marteau. Dans mon cas, là, j'ai pas le marteau sous la main, donc je vais prendre la pince pour l'exemple, et je suis venu taper un petit peu dans toutes les directions, mais il faut surtout se concentrer sur le sens de mouvement de la vanne. Donc ici, on a la masse en fer qui se déplace sous cet axe-là, donc on va surtout taper sur cet axe-là pour essayer de le déloger. Donc on vient taper comme ça quand c'est chaud, on tape au cul, on tape un petit peu de tous les côtés, etc., etc. On chauffe, on refroidit et on passe par plusieurs phases. Aussi, le fait de chauffer, de laisser refroidir ensuite, permet d'avoir une différence de dilatation entre la partie interne et la partie externe. On peut donc utiliser cela pour essayer de dégripper l'ensemble. Le cas le plus simple aurait été de mettre du dégrippant, mais on ne va pas foutre du dégrippant dans une centrale vapeur, hein. Je pense que ça me paraît cohérent. Donc j'ai répété cette opération à 2-3 reprises. Une fois cela fait, sans être certain que la masse était bien débloquée, hein, je suis venu remettre ma partie électrique sur ma vanne. Bon, là, ça rentre avec un petit peu de force qu'il faut bien entendu. Je suis venu reconnecter la partie électrique et j'ai refait des tests sous tension. Ce qu'on va faire tout de suite, et là, gros disclaimer, à éviter de reproduire absolument. Nous avons des pièces nues sous tension de tous les côtés. Je vais faire super attention et je ne peux que vous déconseiller de répéter cette opération. Je sais bien qu'il faut pouvoir tester la centrale vapeur. La chose que je peux vous conseiller, c'est de remonter la centrale vapeur pour masquer toutes les parties sous tension et de la tester en partie remontée. Pas revisser, mais en tout cas remontée. La centrale vapeur est branchée, elle est même déjà en route, ce qui n'est pas bien parce que l'interrupteur était déjà allumé. J'appuie ici sur l'interrupteur et je vais vous laisser écouter le bruit de la douce électrovanne. Donc comme vous avez pu l'entendre, l'électrovanne est bel et bien réparée. Alors vous l'avez peut-être également aperçu à la vidéo, il y a une petite rondelle qui est au cul de la partie électrique de l'électrovanne qui s'est mis à bouger lorsque j'appuyais sur l'interrupteur. C'est normal, hein, on a un champ électromagnétique qui se crée, donc étant donné que c'est une partie métallique libre, elle se mettait en mouvement. À la fois attirée d'un côté par le champ électromagnétique et de l'autre côté visiblement repoussée. Donc comme vous avez pu l'entendre, c'était plus auditif que visuel. L'électrovanne refonctionne, donc elle était juste simplement grippée. Passons maintenant au remontage et magie du montage, hein. Voilà, remontage effectué. Bon, en réalité, il n'y avait rien d'extraordinaire, hein. Ça prenait 5 minutes, mais bon, on va pas rallonger la vidéo là-dessus. J'espère en tout cas que cette réparation différente de d'habitude, parce que j'ai pas vraiment pu vous montrer grand-chose, vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, commenter et mettre un énorme like. Votre engagement est super important. Plus vous avez d'engagement sur les vidéos, plus YouTube va les pousser, les recommander. Donc surtout, commentez, partagez, c'est super important. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire via le Super Thanks, là quelque part. Merci à tous ceux qui l'ont fait dans le passé et qui le feront dans le futur. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. Ça, c'est 100% gratuit. Et moi, je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.